Une réunion d'évaluation de l'élection présidentielle et des préparatifs des futures échéances se tient à Bamako. Gouverneurs, préfets et partenaires techniques et financiers s'attellent déjà à la tâche. Le maire Adama Sangaré est de retour. Il a dirigé aujourd'hui la session extraordinaire du Conseil du district de Bamako, axée sur les défis des municipalités. Kidal a lancé officiellement sa campagne agricole 2013-2014 sur le site maraîcher de Itekoua. Le projet intégré de développement rural de Kidal en a profité pour remettre du matériel et des semences aux agriculteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce décret présidentiel. Décret numéro 2013-720 PRM du 5 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Oumar Tatamli est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Et sur le tout nouveau Premier ministre, quelques informations biographiques sur Oumar Tatamli qui nous sont parvenues tout de suite. Il a été conseiller spécial du gouverneur de la BCAO et directeur général des opérations. Il a été directeur national de la BCAO pour le Mali. Il a été également directeur du département de l'émission de la comptabilité et des finances BCAO. Il a été conseiller technique au secrétariat général de la présidence du Mali. Oumar Tatamli est diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Cergy-Pontoise. Il est diplômé d'études approfondies en histoire économique de la Sorbonne. Il est agrégé d'histoire et ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Claude. Nous reviendrons sur le parcours du nouveau Premier ministre dans nos prochaines éditions. Hier, à l'occasion de son investiture, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a parlé au peuple malien. Entre paroles et symboles, il s'est engagé à faire du renouveau malien son combat solennel. En attendant la formation de son gouvernement, Abbas Fambouguri Traoré a revisité le discours du président de la République. En prenant l'honorable et redoutable charge de la présidence de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a d'abord loué Dieu et félicité les hommes et les femmes qui ont permis à notre pays de sortir d'une longue nuit cauchemardesque. Au premier plan de ces acteurs, chacun comprendra qu'une mention particulière soit faite à mon très estimé aîné, le professeur Diongoula Traoré. Grand frère, au jour de la reconnaissance du mérite, il est certain que ton nom brille au fronton de l'édifice national. Que tous ceux qui t'ont accompagné dans cette difficile et délicate épopée prouvent ici notre reconnaissance solennelle pour l'œuvre salvatrice accomplie au nom et pour la patrie malienne. Ceux qui croyaient avoir dompté le temps n'ont jamais tenu en compte la fraternelle solidarité africaine à travers la CEDEAO et le Tchad et l'amitié de la France. Dans notre tragédie, rappelle le président de la République, la fatale attaque de Conan fut le début de la fin de l'opération macabre. Hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant le ciel depuis la lointaine base de Saint-Dizier, et les mirages de Mille, venant de N'Djamena, dans un souffle désormais épique, ont balayé les prétentions saugrenues de ceux qui croyaient avoir eu raison du pays de gloire de Sundiata, de Tcheba, de Babemba, des Assia, de Firoun. Bientôt, les forces françaises et maliennes auront leur côté nos frères de pays de la CEDEAO. Et très rapidement, les héroïques forces armées tchadiennes qui ont depuis écrit une nouvelle page de gloire sur les collines de Tigargar. Mon récent voyage à Iriba pour saluer le président Idriss Déby Itno au nom de notre peuple reconnaissant était indiqué. Et je suis sûr
que le Mali entier m'accompagnait. La libération de la partie du territoire occupé et l'organisation d'élections apaisées et crédibles en cette période, selon le président Keïta, augure d'une ère nouvelle, un Mali nouveau. Ah, Malienne, Malien, j'ai compris votre message. Il m'est allé jusqu'au fond de l'âme. Je prends ici l'engagement de le traduire désormais au quotidien pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. Il faut alors comprendre que le vote plébiscite des Maliens en sa faveur sera traduit en honneur réciproque, donc jamais galvaudé. La vie du Malien vaudra désormais son prix inestimable. Aussi voudrais-je ici solennellement engager tous ceux qui ont mission et vocation à protéger et sauvegarder notre peuple, à s'acquitter consciencieusement, très consciencieusement de leur mission. C'est le lieu, chers compatriotes, c'est le lieu de vous dire ma révolte et mon indignation, tout en m'inclinant avec la plus grande piété et une compassion et que des eaux maîtrisables ont emporté les arrachant à notre pays et aux leurs. Une devra établir sans tarder toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ainsi en République du Mali. Les attentes du Malien et de la Malienne sont connues. Le chef de l'État les énumère comme ses priorités absolues. Dès demain, nous enclencherons les actions appropriées pour forger les solutions robustes en vue d'une paix durable afin que nous sortions définitivement de la répétition cyclique des crises dans le nord de notre pays. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous afin que chacun dans sa différence puisse jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. Je veux rassembler toutes les composantes et toutes les générations de la société malienne, mobiliser les talents et les efforts en vue de l'avènement d'une société nouvelle. Vos réquisitions qualifiées de brillantes par le président de la Cour étaient d'une qualité qui augure de cette excellence que je recherche et dont je parle. Je veux rassembler les Maliennes et les Maliens. Il n'est pas d'avenir viable pour une nation. Là où le IBK, c'est la restauration de l'autorité de l'État aujourd'hui affaiblie. Voici sa thérapie. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Elle s'appliquera de manière égale à tous. Je mettrai fin à l'impunité, aux passe-droits qui sont à l'origine du dévoiement des institutions judiciaires et étatiques. Le Mali est riche, mais la misère côtoie le quotidien des Maliens du fait des malversations et du gaspillage des ressources publiques. Là aussi, ces remèdes sont on ne peut plus clairs. Je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Pour le nouveau président du Mali, il faut que chacun s'emploie à mettre en valeur nos nombreuses richesses dans le respect et la fraternité. Notre bel avenir se construit dès aujourd'hui et lui s'engage. Je bâtirai, avec le concours de tous, un État fort, impartial, qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation malienne. J'œuvrerai pour que les Maliens retrouvent foi en l'avenir, qu'ils aient confiance dans leur futur et le futur du Mali et de l'Afrique, Inch'Allah. Des messages de félicitations au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, continuent de nous arriver
Il s'agit ce soir de l'Association pour la promotion des femmes de Sababou Bangou, de l'Association d'amitié Mali-Tchad, de l'Alliance pour un Mali uni et prospère, de l'Association de soutien aux enfants et jeunes orphelins, de l'Association Mandé, du Comité exécutif national du SNESUP et de l'Union des coopératives des fermes laitières de la commune de Sio. L'évaluation de l'élection présidentielle et les préparatifs des futures échéances au menu d'une rencontre des préfets, gouverneurs et partenaires techniques et financiers. Cette réunion va identifier et corriger les insuffisances avant les prochaines échéances, car malgré la bonne tenue du scrutin présidentiel, tout n'était pas parfait. Mamadou Bagayogo, compte rendu. Moins d'un mois après l'élection du président de la République, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement des territoires, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, évalue l'élection présidentielle. Vous avez ensemble relevé un grand défi, non seulement par la tenue de l'élection présidentielle à la date initialement fixée, mais surtout par un vote massif, démocratique, libre et inclusif. Toutefois, la réponse à certaines questions comme les leçons apprises par les commissions locales et la remontée des résultats, la formation électorale va améliorer la tenue des prochaines échéances électorales. Si la tenue du scrutin présidentiel a été saluée par tous comme un pari gagné ou un défi relevé par les acteurs que nous sommes, cette appréciation nous impose de nous remettre en cause pour améliorer la qualité de notre participation aux autres étapes du processus électoral. C'est justement dans ce contexte qu'il faut situer cette journée d'évaluation, journée au cours de laquelle il vous revient sans scrupule aucun de présenter les vécus de ce processus en relevant les acquis positifs à préserver ou à renforcer et surtout les insuffisances à combler avant d'aborder les autres échéances. Pour ce faire, la contribution des préfets et gouverneurs est essentielle. En qualité d'agents de terrain, il leur revient de recenser les insuffisances à combler pour l'avenir. Les acteurs de l'OADA entendent harmoniser l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives en Afrique. Cette sensibilisation commence par notre pays sur les 17 que compte l'organisation, car les organisateurs trouvent que la société malienne a des fondements et une qualité qui méritent d'être un exemple en Afrique. Mariam Sagara. C'est le Mali qui détient la première de cette activité de sensibilisation de l'OADA sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives en Afrique. 17 pays sont concernés par ces échanges qui permettront d'harmoniser les sociétés pour fédérer les acquis juridiques et politiques africains. Le choix de votre majestueux pays, chargé d'une histoire saillante et d'une vocation panafricaine jamais démentie, le Mali a toujours été à l'avant-poste pour tout ce qui est du panafricanisme, motivé par sa place éminente comme pays fondateur, ainsi que par sa présence constante, active et véritablement constructive au sein de notre organisation. Le Mali, disons-le haut et fort, répétons-le, proclamons-le, a toujours été à l'avant-garde des combats pour l'intégration africaine parmi les pays fondateurs de l'OADA. Le Mali s'est dit honoré par cette initiative des responsables de l'OADA. Que Bamako soit l'une des premières capitales à abriter la présente activité est un geste fort symbolique, surtout qu'il intervient le lendemain de l'investiture du président de la République, symbole du retour du Mali à la normalité constitutionnelle. Cet acte uniforme constitue un outil pour le développement et le renforcement du secteur coopératif qui évoluait dans un environnement législatif marqué par l'obsolescence des textes. Il permettra, à n'en pas douter, de favoriser le développement d'un secteur coopératif plus fort et mieux adapté aux réalités économiques communautaires et mondiales. L'OADA est une organisation dont les idéaux cadrent bien avec ceux du Mali qui s'attachent à l'intégration africaine. Ces projets de l'OADA ne feront que renforcer les acquis du droit des affaires au Mali. Je vous l'annonçais dans les titres, session extraordinaire du Conseil du district de Bamako. Après 3 mois d'absence pour cas de force majeure, le maire du district est désormais parmi ses collaborateurs. Occasion pour lui d'inviter les uns et les autres à la solidarité et à la cohésion
pour faire face aux défis de l'heure que connaissent les municipalités en général et celles du district de Bamako en particulier. Le compte-rendu de la session avec Nando Dambélé. Extraordinaire, cette session du conseil municipal du district de Bamako est aussi spéciale. Remerciant ses collègues pour leur soutien à lui apporté, le maire du district, Adama Sangaré, les invite à plus de vigilance dans la charge électorale qu'est la fonction municipale. Les grands défis du district, il en a été aussi question au cours de la session. Ceux-ci ont pour nom l'insalubrité, le délestage, l'incivisme notoire entre autres. Les inondations meurtrières de la semaine dernière ont figuré également en bonne place dans les débats. Il y a 3 ans, nous avons constaté un certain nombre de problèmes concernant les collecteurs de Bamako. Et notamment, au niveau de la commune 1, nous avions dit à l'époque, on avait fait un rapport avec la cellule technique d'appui aux communes et nous avions soumis à notre tutelle afin, parce que ce sont des moyens qui dépassent largement les moyens de la commune, de la ville de Bamako et de toutes les 6 communes réunies. Au niveau de la commune 4, c'était pareil. On avait vu que non seulement les collecteurs étaient pratiquement bouchés, pas seulement par le fait des autorisations et des constructions illicites qui sont à ce niveau-là, mais qui nécessitaient des aménagements dont les coûts étaient excessivement élevés. Pour le maire du district, les défis et les challenges qui se posent au conseil municipal n'autorisent point à l'hésitation, encore moins à la frayeur. À Bamako, on ne va plus continuer à jouer aux sapeurs-pompiers. On a fait un projet, Bamako Horizon 2030, avec l'accord de la coopération française et avec l'accord de l'ambassade de France, que nous puissions avoir un projet qui puisse réellement voir comment décentraliser le centre-ville de Bamako et comment assainir Bamako, comment faire en sorte que la mobilité soit encore plus fluide à Bamako. Le Conseil a félicité le président Ibrahim Boubacar Keïta pour sa brillante élection à la tête de l'État et lui réaffirme tout son soutien. Les contributions en faveur des populations sinistrées et victimes des inondations du 28 août dernier se poursuivent. Les agents de la Commission Dialogue et Réconciliation, la Société Vivo Énergie Mali, l'Union nationale des femmes musulmanes et le mouvement Sabati 2012 viennent de manifester leur compassion en faveur de celle-ci. Le compte-rendu de Fademba Keïta. Les maires des communes 1 et 4 du sud de Bamako reçoivent respectivement la somme d'1 million de francs CFA. Les différentes sommes sont une contribution volontaire des membres de la Commission Dialogue et Réconciliation du Mali. Les montants sont destinés à appuyer les populations sinistrées des dites communes victimes des inondations survenues le 28 août dernier. Ce qui est important, c'est surtout le sentiment d'être venu au secours des frères et des sœurs, le sentiment d'avoir partagé avec des frères et des sœurs la douleur qu'ils ressentent. Au nom des populations bénéficiaires, Mme Conté Fatmata Doumbia et Moussa Mara, respectivement maires des communes 1 et 4 du sud de Bamako, saluent les différents gestes qui visent à alléger les souffrances de ces populations en détresse. La société Vivo Énergie Mali vole au secours des populations sinistrées des communes 1 et 4 du sud de Bamako. Elle vient de mettre à leur disposition une importante quantité d'huile et de riz. Cette remise a eu lieu cet après-midi au siège de la société sise à Djelibougou en commune 1. Par ce don, cette société entend accompagner le Mali dans ses efforts de prise en charge des populations en situation difficile. Geste similaire cette fois-ci de la part de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM. Elle vient de mettre à la disposition des victimes des inondations des communes 1 et 4 des habits, des moustiquaires, des draps, des ustensiles de cuisine et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Selon la présidente de l'UNAFEM, Mme Diakité Kadiatogola, ce geste vise à alléger les souffrances de ces populations en détresse. Les autorités municipales, au nom des bénéficiaires, remercient l'association caritative pour cette action humanitaire. 36 colis de vêtements pour hommes, femmes et enfants et des matériels de cuisine et plus d'1 million de francs CFA en espèces, telles sont les contributions des femmes du mouvement Sabati 2013 pour les victimes des inondations de Bankoni. La remise a donné lieu à une cérémonie modeste au second cycle de Bankoni.
Les victimes des inondations reçoivent également l'assistance du gouvernement à travers la direction de la protection civile. Cette dernière a reçu l'appui de l'OMS et de l'Organisation internationale de la migration en faveur des populations des communes 1 et 4. Le compte-rendu de Adama Koulibaly. L'appui de l'Organisation mondiale de la santé est composé de matériel d'équipement, 2 unités de purification d'eau avec les accessoires, des appareils munis de recevoir de stockage d'une capacité de 169 000 litres. Ces unités de purification sont accompagnées de 40 boîtes de produits de traitement de l'eau, des kits de contrôle de la qualité de l'eau et des produits pour désinfecter les toilettes. L'appui de l'Organisation internationale de la migration est composé de fournitures variées, 500 kits dans chaque variété de fournitures, composés de nattes, de couvertures, de moustiquaires et de matériel de cuisine d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Le donateur est heureux de tendre ses mains parce qu'il les rend service. Le receveur est beaucoup plus heureux parce que le geste le soulage, sinon guérit son mal. Les donateurs ont réaffirmé leur engagement à rester derrière les autorités du pays pour accompagner les populations. L'Organisation internationale pour les migrations s'est portée dès les premiers jours volontaires pour assister le gouvernement malien dans la réponse aux inondations qui ont frappé Bamako. Nous restons disponibles pour vous aider. Les inondations constituent des catastrophes qui font des dégâts immédiats, mais aussi qui ont des suites très compliquées. Et on s'attend à une recrudescence des épidémies, des maladies transmissibles. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des représentants des communes 1 et 4 du district de Bamako. En 4e région, l'ONG Accor vient de faire un don de 60 millions de francs CFA aux personnes déplacées et leurs familles d'accueil dans 8 communes du cercle de Nyono. Le geste s'inscrit dans le cadre du programme d'aide d'urgence alimentaire de prise en charge de la malnutrition et des maladies courantes des personnes déplacées. Fousseni Samaki, compte rendu. Ce don est composé de 70 tonnes de riz, des moustiquaires imprégnés, des couvertures, entre autres, pour un coût de 60 millions de francs CFA. Cette action est l'œuvre de l'ONG Accor en partenariat avec Caritas Suisse et l'ambassade de France au Mali. Il devrait contribuer à amoindrir les souffrances de 750 personnes déplacées et leurs familles d'accueil, des malades et handicapés de 8 communes du cercle de Yono. Notre intervention va viser à apporter une aide alimentaire, une aide monétaire et lutter contre la malnutrition et les autres maladies opportunistes, et aussi travailler dans le domaine de l'hygiène. À ces bénéficiaires, nous allons faire 2 types de transferts monétaires en partenariat avec Orange. Le transfert qui va permettre d'acheter des céréales et un autre transfert qui va être un appui aux ménages pour pouvoir se servir à acheter des produits sur le marché. Et aussi, on va faire des appuis en termes de prise en charge de malnutrition et des appuis en kit d'hygiène. Les responsables de Nyono et les bénéficiaires ont apprécié ces gestes à sa juste valeur. L'importance de cette action, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement en vue de soutenir encore les populations déplacées des régions du Nord, les populations malades, aussi bien que celles qui sont handicapées. Ça vient à un moment où les populations souffrent énormément à cause de la soudure et à cause des conséquences des intempéries. Ces programmes d'aide d'urgence alimentaire de prise en charge de la malnutrition et des maladies courantes des personnes déplacées de l'ONG Accor devraient permettre de distribuer 280 tonnes de céréales en 4 étapes aux différents bénéficiaires du cercle de Nyono. Actualité hors de chez nous, un attentat a visé aujourd'hui le convoi du ministre égyptien de l'Intérieur. Il a fait plusieurs victimes, dont des gardes du corps et un enfant. Le ministre visé s'en est sorti sain et sauf. C'est dans la matinée que l'explosion a retenti dans ce quartier résidentiel de Madinat Nasser au Caire. L'attaque a visé directement le convoi du ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, à 2 pas seulement de son domicile. Le secteur a été aussitôt bouclé. Le ministre est indemne. Il s'agit bien d'une lâche tentative d'assassinat. Selon les premiers éléments, c'est une charge explosive importante qui a été déclenchée à distance. Ils ont visé mon convoi lors de son passage ici et les voitures sont fortement endommagées. L'attentat a fait plusieurs blessés, des gardes du corps, du ministre, des civils, dont un enfant.
Cette escalade intervient moins d'un mois après la répression sanglante des manifestations pro-Morsi. À la mi-août, des centaines d'islamistes, des partisans de l'ex-chef de l'État, avaient été tués par les policiers et c'est le ministre qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu. Aujourd'hui, la coalition islamiste qui organise la mobilisation des partisans du président destitué condamne l'attentat. Le pouvoir militaire, lui, se veut très ferme. Il promet d'agir d'une main de fer quiconque menace la sécurité nationale. La crise égyptienne, on en parle également dans l'actualité africaine en bref avec cette délégation de l'Union africaine en visite au Caire. Une autre crise africaine, celle de la RD Congo, qui est au centre d'un sommet à Kampala. Et pour finir, cette question que tout le monde se pose depuis hier, le Kenya veut-il se retirer de la Cour pénale internationale alors que le président et son vice-président doivent être jugés pour crimes contre l'humanité? Toutes les parties, y compris les frères musulmans, doivent participer à la transition en Égypte. C'est l'appel lancé par les représentants de l'Union africaine en visite au Caire. Aucune décision sur une éventuelle réintégration de l'Égypte au sein de l'Union africaine, dont elle a été suspendue après la destitution du président Morsi. Alpha Oumar Konaré a précisé que seul le Conseil de paix et de sécurité pourra en décider. Le Kenya va-t-il se retirer de la Cour pénale internationale? Les députés kenyans ont planché sur ce projet aujourd'hui à la demande de la coalition au pouvoir. Intervient alors que le président Kenyatta et son vice-président William Ruto vont être jugés par la haie pour crimes contre l'humanité. Ils sont accusés d'avoir organisé les violences post-électorales. Quelle que soit la décision du Parlement, cela ne remettra pas en cause les procès déjà en cours. La crise en RD Congo est au cœur du sommet qui réunit à Kampala les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Un sommet précédé d'une série d'entretiens bilatéraux, une rencontre Kabila-Kagame et une autre houleuse entre le président rwandais et son homologue tanzanien qui dirige la brigade d'intervention de l'ONU. Une solution diplomatique à la crise, l'ONU veut y croire. Il y a peut-être une fenêtre pour un succès politique. Parce qu'après tout, il faut que les gens vivent ensemble. Un espoir alors que les négociations de paix sont suspendues depuis le mois de mai. La crise syrienne plane sur le sommet des 20 pays les plus influents au monde à Saint-Pétersbourg jeudi, une occasion que les présidents français et américains mettront certainement à profit pour convaincre la Russie et son allié chinois pour une frappe punitive et préventive contre l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. L'aéroport de Saint-Pétersbourg est depuis hier la scène d'un ballet d'avions transportant les dirigeants des 20 pays les plus influents de la planète pour un sommet dominé par le conflit syrien. Parmi les chefs d'État et de gouvernement, le Français François Hollande et l'Américain Barack Obama ont la lourde tâche de convaincre les autres de se rallier à une coalition pour une frappe punitive et préventive contre l'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad contre sa population. Face à la volonté affichée de Vladimir Poutine de maintenir son soutien à Damas, Barack Obama avait depuis son escale suédoise formulé un espoir pour éviter le recours à la force. J'ai toujours de l'espoir et je continuerai à l'impliquer parce que je pense qu'une action internationale serait beaucoup plus efficace. Et nous pourrions, en définitive, stopper le nombre de morts plus rapidement si la Russie adoptait une approche différente des problèmes. De son côté, le président russe, qui bénéficie de l'appui chinois à ce sommet, va s'efforcer d'élargir ses soutiens, notamment auprès des pays émergents ou hésitants. Alternant déclarations de fermeté et gestes d'apaisement, tels la suspension de livraison de missiles solaires à Damas, le chef du Kremlin estimait hier encore que toute frappe hors cadre de l'ONU serait une agression. Dans cette atmosphère de guerre froide en plein réchauffement, l'Iran et la Syrie, forts du parrainage de Moscou, accentuent leur pression de l'extérieur. Téhéran estime que les armes chimiques sont un prétexte pour attaquer et Damas affirme maintenir son cap, même au prix d'une guerre mondiale. Revenons ici chez nous, direction la deuxième région. Le président du conseil régional et le représentant résident de la coopération technique belge étaient dans le cercle de Douila
pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des ouvrages de franchissement de Massigui. Ces deux chantiers de désenclavement coûtent à la République de Chypre plus de 238 millions de francs CFA et connaissent un retard considérable, nous signale Sédou Traoré. À 2 semaines de la fin du délai prévu, l'entreprise Méga Travaux Publics Particuliers MTPSA a consommé 91% de retard dans l'exécution des 2 ouvrages de franchissement de Massigui. Voilà tout le sens de cette mission. Les travaux du pont reliant les 2 quartiers de Massigui et celui de Sanakoro connaissent des fortunes diverses dans leur exécution. Le premier a atteint les 28% et le chantier de Sanakoro est à la phase des fouilles, soit 8%. Le démarrage des travaux était prévu pour le 18 mars. Donc, jusqu'au 30 mars, il n'était pas sur le terrain. Donc, tout le monde sait que dans la zone, là, à partir du mois de juin, les pluies s'installent. À Massigui, le rêve des populations est que les travaux finissent rapidement en cette période hivernale et dans les bonnes conditions. Le partenaire financier et le maître d'ouvrage déplorent le retard causé. Je ne suis pas du tout satisfait de l'entreprise, mais comme vous le saviez, on fait avec. Les entreprises, elles sont ce qu'elles sont. On peut surestimer une entreprise à partir de ses offres techniques, mais dans la réalisation pratique, on se rend compte que vraiment, ses capacités sont très très limitées. Quand vous soumissionnez pour un marché, vous devez être en mesure de réaliser ce que vous avez promis. Si la mobilisation technique et des ressources humaines est présente, il y a peut-être des possibilités qu'on redresse la barre, enfin qu'il redresse la barre. Bon, ici, je ne peux pas me prononcer. Ces travaux s'effectuent dans le cadre de la stratégie de développement économique régional de Koulikoro. Les chantiers coûtent à la République de Chypre, à travers la coopération belge, plus de 238 52 000 francs CFA. Une fois réalisés, ces ponts permettront de résoudre les problèmes d'enclavement que connaissent les producteurs du secteur de Massigui. Pour maîtriser la problématique du foncier agricole, l'Association des organisations professionnelles paysannes et ses partenaires viennent de lancer un programme de politique foncière dans le cercle de Sikasso. L'événement a eu lieu mardi dans la commune rurale de Farkala, en présence du conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le compte-rendu de Sekou Konaté. En initiant le présent programme, AgriProFocus, AgriHub Mali, la OPP, la SNV et IECO veulent mettre en œuvre une des discussions et transformatrices de la zone de Farkala, capitale du pois sucré. Première étape, il s'agissait d'échanger sur la démarche. L'objectif que nous on recherche, c'est amener les populations locales préoccupations d'eux-mêmes qui travaillent sur la terre. L'occasion était donc bonne pour les producteurs de processus C'est ce qu'on a vu aujourd'hui pendant la première discussion, que les gens sont tous d'accord qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on doit trouver une solution ensemble. Pour nous, ce qui va vers l'amélioration des chaînes de valeur, donc en regardant ce qui se passe aujourd'hui ici, avec et l'administration d'assurer de tout son accompagnement. Des rencontres similaires se tiendront dans les 43 communes de cercle en vue de recenser les difficultés avant l'élaboration de la politique foncière. Lancement à Gao du projet YAFA, il vise à instaurer le dialogue communautaire en vue de la réconciliation sociale et l'insertion socio-professionnelle des enfants soldats dans les régions du Nord. Le projet YAFA est initié par Enda Mali sur financement de Caritas et BMZ. De Gao, les détails de Boubacar Babletouré. Le projet YAFA, qui vient d'être lancé à Gao, vise à prôner le dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants soldats dans les régions du Nord. Cela en vue de promouvoir la paix, la stabilité et la cohésion sociale entre les différentes communautés pour un développement durable. Il est une initiative de Enda Mali en partenariat avec l'ONG Caritas et la BMZ. Pour atteindre ces objectifs de réconciliation, il sera question d'identifier les communes les plus touchées par la crise dans la zone d'intervention du projet, ainsi que les principaux acteurs locaux susceptibles de contribuer à une dynamique d'écoute et de réconciliation. Organiser dans ces communes des forats de dialogue intercommunautaire de réconciliation
redynamiser les structures traditionnelles de gestion des conflits communautaires dans les villages et hameaux. Pour un montant global de plus de 200 millions de francs CFA, ce projet concernera les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Il contribuera à situer les causes et les conséquences des révoltes afin de trouver des solutions idoines. La présente action intitulée « Dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants soldats ou utilisés dans les conflits armés dans les régions nord du Mali dénommée Yafa » est donc une contribution de Inda Kermond à l'effort gouvernemental et des collectivités territoriales, notamment celles des régions de Gao, Tombouctou et Mopti, dans la recherche du dialogue et de la réconciliation entre les communautés maliennes. Cette cérémonie de lancement a réuni une quarantaine de leaders traditionnels et religieux, des représentants des associations communautaires de base des 4 cercles de la région de Gao. Démarrage à Tombouctou de la rencontre de concertation entre élus, société civile et leaders religieux. Objectif, mettre en place une stratégie de rétablissement progressif de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Adama Djimdi, compte rendu. Les représentants de la société civile, ceux des services techniques et les leaders religieux de Tombouctou s'engagent à se parler, à s'écouter et à se pardonner. L'objectif étant de mettre en place une stratégie de rétablissement de la cohésion sociale. Cette tribune du franc-parler a été plus que bénéfique pour les différents acteurs. C'est une solution pour pouvoir ramener les gens ensemble pour qu'ils puissent vivre. Il faut souvent initier ces rencontres. C'est une première qui permet d'amorcer déjà le dialogue. Mais une fois que les gens se retrouvent dans la même salle, les gens vont se parler, les gens vont communiquer. Et c'est dès là, je pense, que le dialogue, le parler ensemble a commencé. Donc c'est ce qui va amener à entamer la seconde étape où les gens doivent se concerter au niveau des cercles, au niveau des villages, au niveau des fractions pour une paix durable au niveau de la région. En organisant cette retrouvaille, les initiateurs avaient un souci majeur. Il est très important pour nous, après les événements, après la libération de notre terroir, que les populations puissent commencer à parler ensemble, à travailler ensemble, parce que la paix, c'est pas des mots. La paix, c'est le comportement de tous les jours. Les participants seront appelés à répertorier les zones à haut risque de conflit et les raisons profondes de cette crise. À l'instar des autres régions du Mali, Kidal a lancé officiellement sa campagne agricole 2013-2014. Et c'est le site maraîcher de Itekoua, situé à quelques kilomètres de la ville de Kidal, qui a abrité le coup d'envoi. Le projet intégré de développement rural de Kidal en a profité pour remettre du matériel aux agriculteurs. Timogo Sagara. C'est le village de Intekwa, une bourgade située à 3 km à l'ouest de Kidal, qui a servi de cadre pour le lancement officiel de cette campagne agricole, une campagne qui ambitionne de relever tous les défis. Les objectifs de cette campagne, c'est d'abord d'emblaver 347 hectares de cultures maraîchères. Donc il est important de dire qu'à Kidal, il n'y a pas que les cultures maraîchères, on a aussi des vitroplans, des arbres fruitiers. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en œuvre cette année. Le choix du village Intekwa est justifié par le fait que le maraîchage demeure l'activité principale de ses habitants. C'est pourquoi le pays d'Erka, à travers l'ONG Gardel, a fait don de matériel. Le programme intégré de développement rural de la région de Kidal, dans le cadre du projet d'appui aux maraîchers, la région a décidé de donner à titre gratuit 40 rouleaux de grillage, 40 brouettes, 40 pelles, 40 binettes, 40 râteaux, 130 kg de semences maraîchères, 5 tonnes de semences de pommes de terre et 1500 vitroplans de palmiers dattiers dont la livraison sera faite dans les prochains jours. C'est aussi l'occasion pour l'ONG Gardel, que j'ai l'honneur de représenter, de remercier le pays d'Erka et appeler les autres partenaires à soutenir la population de Kidal, durement touchée par les derniers événements. Pour les bénéficiaires, ce geste aura un impact certain sur l'atteinte des objectifs de la campagne. Vraiment content, plus d'un titre. Ce matériel, vraiment, il va servir à nous, on sera aussi au bénéfice de nos clients. Surtout la ville de Kidal et l'autre maraîcher et d'autres cercles, on en a vraiment fort besoin. Selon les autorités de Kidal, avec ces gestes en faveur de cette population agro-pastorale qui a perdu une grande partie de son effectif,
les plus démunis seront prioritairement concernés par la présente aide. Et je vous reprends donc ce décret portant nomination du Premier ministre, le Président de la République. Vu la Constitution décrète article 1er, M. Oumar Tatamli est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Page noire de cette édition, le monde de la communication et de la culture est en deuil. Yiritier Bagayogo n'est plus. Ce grand homme de la culture est né en 1938 à Kolonda, cercle de Bougouni. Instituteur de son état, il a gravi des échelons et a servi à Bougouni et dans plusieurs autres localités comme directeur d'école. Yiritier Bagayogo avait une grande affection pour la culture. C'est ainsi qu'il animera pendant longtemps l'émission Proverbes du Mali et d'Afrique sur les antennes de Radio Mali. Il a occupé successivement les postes de directeur national adjoint des arts et de la culture et celui de directeur national adjoint du projet Mali CESPA de 89 à 96, décoré chevalier de l'ordre national du Mali en 96. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 1997. Yiritier Bagayogo nous a quittés hier 4 septembre. Il repose désormais à Kolonda dans son village natal. Que son âme repose en paix. C'est la fin de cette édition.